l'ai déjà faite, cette conférence, mais là, je l'ai améliorée. J'en ai enlevé certaines parties. Elle reste quand même longue, elle fait 70 slides, donc je vais essayer de ne pas être trop longue et en même temps être assez explicite pour que tout le monde comprenne. Mais ce qu'il faut voir avec cette présentation, c'est surtout les acteurs. Les acteurs et dans les deux sens du terme, dans le sens agir et dans le sens faire la comédie, jouer la comédie. Et vous verrez que vous connaissez pas mal de ces acteurs et qu'ils se connaissent très bien entre eux aussi. C'est des choses que je découvre au fil de mes enquêtes. Effectivement, j'aime bien creuser, je suis un peu archéologue à mes heures perdues. Et je me suis improvisée journaliste depuis pour les besoins de la cause, comme dirait, parce que la situation l'exigeait, comme diraient nos politiciens. Et du coup, j'ai bossé jusqu'à 7h30 du matin hier soir. Enfin, plutôt ce matin. Alors, on commence par un petit clin d'œil à la Fondation Jean Jaurès, qui est une espèce de think tank qui nous dit quoi penser juste, quoi penser faux, qui aimer, qui détester, qui nous fait des rapports, des enquêtes, des sondages, et qui ici estime que la dictature climatique, le pass climat, le Great Reset, tout ça c'est complotiste. Et il déclare dans ce rapport qui date du 6 avril que 4 Français, donc là ça se passe en France, sur 10 finalement est complotiste sur cette histoire de climat. Alors, juste pour vous présenter la maison, vous avez 600 experts, dont certaines figures ne vous sont certainement pas étrangères. Vous avez vraiment le gratin de ce qui se fait au niveau de, comment on peut dire, voilà. Vous avez la pédophilie à droite, vous avez la traque des gens qui disent la vérité à gauche, vous avez le Conseil constitutionnel avec lui là, Laurent Fabius, hier, et voilà, il est efficace comme d'habitude avec la réforme pour les retraites. J'avoue, c'est pas mal, c'est et gratiné. Vous avez dont j'ai révisé mes notes. Elle était Young Global Leader pour le WEF aussi. Entre autres. Elle a posé, je sais pas, mais celle qui est posée dans Playboy, là. Ah ouais. C'est juste un petit échantillon, il y en a plein d'autres comme ça. Alors Greta Thunberg, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le sujet, Greta Thunberg nous disait en 2018, en juin 2018, que d'ici 5 ans, si on continuait à utiliser les énergies fossiles, nous n'existerions plus. Donc nous sommes en 2023, 5 ans plus tard, et bizarrement, Greta a enlevé son tweet en mars. Bon. Mars. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Alors, là, on repart dans l'histoire. On repart en 1956 avec un projet d'études spéciales pour les États-Unis qui est initié et financé par les Rockefeller. Vous verrez qu'ils jouent un rôle assez prépondérant dans ma présentation. C'est un filtre dans pas mal de mes présentations, je trouve, les Rockefeller. C'est un petit peu du culot. Et donc, vous avez 3 personnages clés ici qui sont le président des États-Unis, Gerald Ford, qui a été élu en 1974, année de ma naissance d'ailleurs, avec son copain Nelson Rockefeller, qui a été son vice-président, et le grand Henry Kissinger, pour lequel je n'avais pas assez de place pour donner toutes les casquettes. Donc j'ai fait une sélection. Il était directeur à Harvard. Il a d'ailleurs fait venir Klaus Schwab à Harvard, pour ceux qui ne le savaient pas. Il a été administrateur au fonds Rockefeller. Il est membre permanent du Bilderberg. Il a bientôt 100 ans. Il a 100 ans le 27 mai de cette année. Je ne commenterai pas. Conseiller à la sécurité nationale sous Nixon et sous Ford, il a conseillé aussi la Banque mondiale et pour ceux qui connaissent, la Rand Corporation qui avait fait un rapport, dont j'ai fait une émission d'ailleurs, sur la guerre en Ukraine en 2019. Enfin surtout sur comment destituer, comment déstabiliser la Russie et en particulier Poutine. Mais c'est un autre débat et c'est un autre sujet, même si ça se rejoint finalement assez. Donc, le projet d'étude a été lancé par Nelson Rockefeller, le frère de David Rockefeller, qui a initié les groupes mondialistes Bilderberg, Commission trilatérale, CFR, etc. Et Henry Kissinger a été sélectionné pour diriger le projet. L'objectif, clarifier les buts et objectifs nationaux. Alors, il n'était pas question encore dans ce rapport du climat, mais il était question de défense, d'armes, de guerre, etc. et de piloter les gouvernements et de donner la direction à prendre. Et puis, les vraies origines, après ce rapport-là, où on voit déjà les acteurs qu'on va retrouver par la suite dans ces autres origines de ce que j'appelle l'élan vert, on voit que ça se dessine plus sérieusement à partir de 1972. C'est le début des sommets de la Terre à l'ONU, qui s'appelle en fait formellement Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement.
Le but, stimuler ce qui s'appelle pas encore le développement durable, ça s'appelle l'éco-développement. Mais en fait, c'est ce qui va donner quelques années plus tard, en fait 15 ans plus tard, le mot développement durable. On va voir d'où ça vient exactement, cette expression de développement durable. Donc l'éco-développement, c'est un terme qui a été créé, inventé par un certain Maurice Strong, dont on n'entend pas encore beaucoup parler au sein de la résistance, mais vous apprendrez à le connaître, ce monsieur. Je pense qu'il mérite qu'on s'y arrête. Alors, ces deux sommets les plus importants, c'est celui de Stockholm en 1972 et de Rio de Janeiro en 1992, où à chaque fois, ces événements ont donné lieu à des créations d'organismes qui auront un rôle par la suite. En 72, c'est le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, et en 92, c'est un peu plus long à dire, Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, qui va donner lieu à l'Agenda 21, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un peu l'ancêtre des 17 buts du développement durable. Hein. En 92, et les COP 21, COP 22, etc. en 95. Alors, cette dame, elle s'appelle Barbara Ward. Elle a fait ce livre, elle a commis ce livre qui s'appelle Only One Earth, seulement une Terre, qui a été commandé pour le fameux sommet de la Terre de 72. Donc, ça a été commandé par Maurice Strong. Donc, vous voyez, c'est toujours des choses qui se connectent et qui s'enchaînent. Qui nous dit donc, écoutez bien, regardez bien, les mots sont importants, ce n'est que par une coopération et une action directe au niveau mondial que les nations peuvent protéger l'humanité contre les modifications accidentelles et désastreuses du système météorologique planétaire. Autrement dit, la gouvernance mondiale se dessine pour notre bien toujours. Pour sauver la planète et pour sauver l'humanité surtout. Donc on retrouve les termes, le narratif employé par ceux que je vous avais présentés au début. Évidemment, le Time qualifie de visionnaire la plus influente du XXe siècle. Ces gens-là sont toujours récompensés, sont toujours mis en valeur par les médias qui sont bien dociles et surtout très éloquents et très... je perds mes mots parce que ça me paraît tellement... Je suis tellement énervée contre les journalistes. Enfin, voilà, quoi. Ils mettent en avant le gouvernement, et d'ailleurs, j'en profite pour une petite parenthèse, le directeur du deuxième plus gros groupe de presse suisse, Ringier, a dit en février 2021 qu'il fallait que les médias ne creusent pas le fossé entre la société et le gouvernement et qu'ils permettent au monde politique de ne pas avoir de frein, qu'on ne soit pas un frein au monde politique. Voilà. Ceci étant dit, ce rapport aussi joue un énorme rôle, le rapport Meadows, qui a été écrit par Denis Meadows en 1970, publié en 72, donc toujours... Ça coïncide avec ce premier sommet de la Terre à Stockholm, et il a été commandé par le Club de Rome. Le Club de Rome, dont fait partie d'ailleurs Maurice Strong, comme c'est bizarre. Soutenu par la Fondation Rockefeller encore. Comme c'est bizarre, encore ces financements qui viennent de Rockefeller à chaque fois. Alors, un commentaire officiel de ce livre nous dit donc The Limits to Growth, les limites à la croissance, prévoyait qu'à la fin de la croissance devait survenir 50 ans ou presque après sa publication. Nous y sommes, 2022-2023, la fin de la croissance. Alors on va voir ce qu'ils entendent par fin de la croissance. Un petit passage extrait du livre. Nous sommes convaincus que la pression démographique dans le monde a déjà atteint un niveau si élevé et d'ailleurs si inégalement réparti que cela seul doit obliger l'humanité à rechercher un état d'équilibre sur notre planète. Donc la surpopulation est invoquée pour justifier un équilibre. Alors on va voir comment ils amènent cet équilibre, hein, les mondialistes. Alors ils nous parlent déjà du CO2. Le CO2, l'ennemi juré de tous ces climatistes. On nous dit qu'il augmente dans l'atmosphère et que c'est attention danger. Donc là, on est en 72, hein, rappelez-vous. Développement durable, le terme donc vient de ce rapport, de ce livre en fait, qui s'appelle Notre avenir à tous, qui date de 87, écrit par la présidente, la première ministre norvégienne, c'était Gro Harlem Brundtland. Et il a été utilisé après, en fait il a été rédigé après le sommet de la Terre. Donc avant vous aviez Only One Planet et après vous aviez ce rapport pour bien enfoncer le clou, pour nous dire que l'ennemi c'était le CO2. Et que on ne parle plus d'éco-développement à partir de ce livre, on
on parle de développement durable. Il a été utilisé comme base au sommet de la Terre numéro 2 à Rio. La définition du développement durable, qu'on le sache une fois pour toutes. Donc c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs. C'est très clair. Donc on peut mettre tout derrière ça. Il suffit que les décideurs nous disent que telle action va compromettre le développement des générations futures, par exemple rouler en voiture ou consommer des aliments autres que des insectes, ou consommer du bio, ou je ne sais quelle autre chose qui ne va pas dans leur plan, ou ne pas se faire vacciner, par exemple. Ça ne correspond pas aux besoins des générations futures selon le narratif. Maurice Strong, on s'y intéresse de plus près. Donc ce monsieur, il est mort en novembre 2015 et il était donc secrétaire général des Sommets de la Terre, il était administrateur chez Rockefeller, il était aussi, ce monsieur qui prétend défendre la planète, directeur, président de Petro-Canada. Hein, voilà. Donc il a créé le GIEC. Vous vous rappelez du GIEC, groupement intergouvernemental sur l'environnement, en 88, juste après le rapport, enfin le livre de Gro Harlem, je ne sais plus d'ailleurs, Brundtland. C'est difficile de se rappeler de ces noms. C'est pas toujours facile. Hein. Vous avez des noms qui sont des fois difficiles à retenir. Et ce GIEC, donc il est monitoré, donc il est à Genève. Hein, j'ai oublié de vous dire, mais vous savez, j'habite à côté de Gavi. Hein. À côté de Gavi, de l'OMS, de l'ONU et du GIEC aussi. Et Bref, il est de l'autre côté du lac, c'est un peu plus loin, mais quand même, ça reste la même ville. Hein. Genève, décidément, pleine de ressources. Donc, le GIEC est monitoré par l'OMM. C'est pas l'OMC, c'est pas l'OMS, c'est l'OMM. C'est l'Organisation mondiale de la météorologie, qui est juste à côté de l'OMC d'ailleurs, qui est la route de la paix, comme l'ONU, route de la paix. C'est rigolo. Et le PNUE aussi, qui est à Genève également. Donc le GIEC est officiellement l'organe chargé d'évaluer la science liée au changement climatique. Moi, je le compare à l'OMS du climat, en fait, pour vous donner l'idée, en fait. Alors, ce même monsieur... Pareil, j'ai pas réussi à tout mettre, il avait beaucoup de casquettes. Ça, c'est sur le site de sa fondation, donc ce n'est pas des choses que j'invente. Il était membre du Club de Rome, qui a fait le fameux rapport. Il est aussi membre donc, de la commission Brundtland. Enfin, ça, c'était le premier livre qui a été commandé, donc les deux livres en fait officiels qui promotionnent cette histoire de CO2 comme ennemi juré de l'humanité. Et il faisait partie de la commission trilatérale, qui est l'un des 3 organismes mondialistes créés par David Rockefeller. Maurice Strong toujours, il nous dit: je suis du côté des compagnies qui ont contribué à la fois aux problèmes environnementaux et leurs solutions. Et je suis du côté des ONG, le Conseil de la Terre et autres organisations. Le Conseil de la Terre, c'est un des organismes dans lequel il fait partie, avec Klaus Schwab. Et ben voilà, la boucle est bouclée. En 1992. Vous allez voir ce que Klaus Schwab dit de son mentor. C'est ainsi qu'il l'appelle. Il l'a écrit, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver facilement, qui sont comme d'habitude sur des sites officiels. Donc il a écrit en novembre, donc le lendemain de la mort de Maurice Strong, « Je suis profondément attristé que Maurice Strong soit décédé hier à l'âge de 86 ans. Il était l'une des personnalités les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées. Il a profondément intégré la mission du Forum économique mondial, d'améliorer l'état du monde dans tout ce qu'il fait. Il était grand visionnaire, toujours en avance sur notre temps, dans sa pensée. Il était mon mentor depuis la création du Forum, un grand ami, comme Kissinger aussi, qui est un grand ami de Klaus Schwab. Un conseiller indispensable et pendant de nombreuses années membre de notre conseil de fondation. Sans lui, le Forum n'aurait pas atteint son importance actuelle. Je lui suis reconnaissant de ses conseils et de son partenariat. Je me souviendrai toujours des centaines d'heures que nous avons échangé des idées. Bref, une personne formidable nous a quittés. Mais il a certainement contribué à rendre le monde meilleur. Voilà. Actionnaire de BlackRock. Tiens, voyons. Qui est actionnaire de BlackRock? En tout cas, en 2010. On retrouvait la famille Rothschild, évidemment, la famille Elisabeth II, éventuellement, Al Gore et Maurice Strong, Warren Buffett, George Soros, Carlos Slim. Voilà.
Le GIEC, donc groupe d'experts, ils ont bien précisé, d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat co-créé par Maurice Strong en 1988. C'est une structure qui a été voulue par le G7 sous la pression de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Ça nous donne un petit peu l'orientation. Des gens qui sont très humanistes, très pro-vivant, nature, forêt, vie, tout ça, quoi. Géré, comme je l'ai dit avant, par l'OMM et le PNUE à Genève. Mais voilà, comme toutes ces personnes sont des belles personnes pour l'humanité, on les récompense un petit prix Nobel en 2007 pour le GIEC et pour Al Gore. Le CO2, on fait une petite parenthèse sur le CO2. Bon, vous avez déjà tout entendu, mais je vous ai donné quelques sources. Voilà, Agence parisienne du climat qui nous dit que c'est la vapeur d'eau qui est le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère, 75% versus 25% pour le CO2. Est-ce que c'est un polluant? On se rappelle de nos cours de biologie, la photosynthèse. 6 molécules de CO2 nous donnent 6 molécules d'oxygène avec un petit peu d'eau et du sucre. Et puis Wikipédia. Bon, je sais que ce n'est pas une source forcément très fiable, mais en reprenant leur source à eux, nous dit que le CO2 est un fertilisant, donc pas un polluant. Pendant le Covid, j'ai été voir un petit peu les sondages. Vous vous rappelez, on nous disait, oui, puisque tout s'est arrêté, il y a moins de CO2 dans l'atmosphère. 58% nous disait-on, de moins. D'après le laboratoire mondial de la surveillance, rien du tout. Pas de changement. Teneur en CO2 en 59, 0,03%. En 2020, 0,04%. Ça a monté d'1 ppm, de 100 ppm, pardon. Est-ce qu'il cause le réchauffement? Je me suis un petit peu intéressée, j'ai été voir sur les sources de la NASA, sur le site du ministère de la Transition écologique, donc ils ont pris leurs sources à la NASA pour voir un petit peu cette courbe de CO2 et voir le lien avec la température. Alors figurez-vous qu'entre 1940 et 1970, la température mondiale a baissé de 0,1 degré. Voilà. Et que dans les pays dans lesquels on nous bassine toute la journée avec le CO2, eh bien, figurez-vous que depuis les années 90, les émissions de CO2 ont baissé. France, Europe et USA, États-Unis. Ça, c'est des documents que j'ai trouvés sur le site du ministère de la Transition écologique. Bill Gates, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Rappelez-vous cette vidéo du 18 octobre, non, c'était en février. C'était en février 2010, je confonds avec le Event 200. C'était en février 2010 où il disait « Si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous pourrions réduire le P de 10 à 15%, espérant ici réduire le fameux taux de CO2 qui est, selon eux, selon lui, le... Solution finale. Universelle. Dans une interview. Solution finale. Alors, il a créé cette entreprise qui s'appelle Breakthrough Energy. Révélateur. C'est ça. C'est des énergies de rupture. Disruptive. Donc, il nous dit la seule façon, petite parenthèse, quand on vous dit ou quand on me dit, il n'y a qu'une façon de faire. Méfiez-vous. Il n'y a jamais qu'une seule façon de faire. Et c'est la prof de maths qui vous le dit. Hein. Il n'y a jamais qu'une seule façon d'arriver au résultat ou d'arriver à prouver quelque chose. La seule façon d'éviter les pires impacts du changement climatique est d'arrêter d'ajouter des effets de serre d'ici 2050. Alors ce 2050 est une date pivot, la fameuse date du net zero. Vous en avez déjà entendu parler, je pense. À Davos, c'est un petit peu ma référence en termes d'information. Je trouve qu'ils se disent beaucoup de choses à Davos lors des réunions du mois de janvier de chaque année. Donc en 2022, John Kerry et Bill Gates nous annonçaient la création une espèce de coalition qui s'appelle les First Movers, donc les premiers qui bougent, qui s'engageaient à réduire leur carbone, leur CO2. Ils sont 67 en ce moment, donc c'est les GAFAM, c'est les banques, c'est les compagnies d'aviation. Voilà, des gens qui, de nouveau, sont très portés sur le vivant. Al Gore, avec son film, bon là je ne l'ai pas cité, La vérité qui dérange, il nous disait, donc toujours en janvier 2022, toujours au Forum économique mondial à Davos, enfin disons qu'il était en visio, donc ce n'était pas tellement Davos, mais c'était la réunion de Davos, il nous disait qu'il voulait contribuer à l'action climatique en traçant les émissions de carbone, de CO2, pardon, et de méthane grâce aux satellites. Et à l'intelligence artificielle. Cette entreprise, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette initiative Scopex, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc c'est un projet de chemtrails, en fait, mais pour masquer les effets du climat. Donc, nous, quand on parle de chemtrails, on est des complotistes.
Mais lui, quand il en parle, c'est pour masquer les effets du climat, et c'est très très bien. Voilà, donc Bill Gates fait partie des financeurs. On revient à Breakthrough Energy, donc le slogan « We need to get to zero ». On doit arriver à zéro. Et de nouveau, la seule façon, blablabla, si on veut éviter les 51 milliards de tonnes par an de CO2, de gaz à effet de serre, pardon. Petit passage par le conseil d'administration. C'est toujours bien de savoir qui prend ces décisions-là, d'où ça vient. Évidemment, Bill Gates, j'ai trouvé cette photo à se tordre de rire. Chaque fois que je la vois, je me pisse dessus. Pardon. Xavier Niel. Xavier Niel, c'est Free, c'est Le Monde, c'est beaucoup de choses. Xavier Niel, Jeff Bezos, donc c'est Amazon, et il finance aussi la fondation GESDA. Pour ceux qui ne connaissent pas encore GESDA, G-E-S-D-A. Je vous invite à vous y pencher. Ils sont très fervents de transhumanisme. Ils ont 336 projets transhumanistes pour nous, mis en place par l'État de Genève et l'État suisse. Petite parenthèse fermée. David Rubenstein, qui fait partie du conseil de fondation du Forum économique mondial, c'est Carlyle. On a Richard Branson, Michael Bloomberg, donc Bloomberg vous connaissez, Reid Hoffman, c'est LinkedIn, et Jack Ma, c'est Alibaba. Young Global Leader aussi, Jack Ma. On revient sur les agendas. Donc rappelez-vous, 1992, le début d'agenda 21. J'ai pris quelques perles, quelques pépites issues de cet agenda 21 qui est sur le site de l'ONU, qui nous parle de développement durable pour le 21e siècle, donc d'où le 21, qui est né donc après le sommet de la Terre numéro 3 officiellement. C'est le deuxième plus important, celui de Rio, qui aborde les problèmes urgents d'aujourd'hui et cherche aussi à préparer le monde aux tâches qui l'attendent au cours du siècle prochain. Ça traite de tous ces sujets-là, la pauvreté, la pollution, la santé, la gestion des ressources, l'eau, l'agriculture, les mers, les forêts, etc. Et j'en ai pris quelques extraits. Donc à propos de la santé, on nous parle, donc ça date de 92, rappelez-vous, d'accélérer la recherche sur des vaccins, mais pas seulement des vaccins améliorés, à utiliser aussi largement que possible, ça on l'a bien compris. Mettre en place des systèmes de surveillance de données épidémiologiques, tiens c'est bizarre, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vécu. Et de lutter aussi contre les facteurs écologiques qui risquent d'augmenter le risque de maladies transmissibles. Tout est lié finalement. Surveillance de l'eau. Contrôle des aliments, des ordures, et on va voir que ça c'est juste le brouillon. Il faut aussi comptabiliser les ressources, on nous dit dans le chapitre arrangements institutionnels internationaux, qu'on va développer une comptabilité des ressources naturelles, surveiller, évaluer l'environnement, par des instituts privés, bien sûr. C'est toujours bien les privés. Et des organismes non gouvernementaux, des ONG. Les OMD, ça je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Ça c'est un intermédiaire entre l'agenda 21 et l'agenda 2030. C'est les objectifs du millénium, objectifs du millénaire. Ça c'est en 2000, ça a été mis en place par l'ONU, et puis jusqu'en 2015, et ça a donné lieu ensuite aux 17 buts du développement durable, agenda 2030. Alors il n'y avait que 8 buts à l'époque, mais ça rejoint ce qu'on verra dans la page suivante. Donc préserver l'environnement, toujours cette histoire de partenariat mondial pour accéder à tous ces buts, l'égalité des sexes. Et la santé maternelle, réduire la mortalité infantile. Je me suis posé la question, pourquoi c'est un objectif si central? Est-ce qu'il prévoyait qu'il y ait une mortalité infantile plus tard? Je ne sais pas. 2015, donc l'agenda 2030, la petite rosace avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui ressemble d'ailleurs à l'arc-en-ciel de l'agenda LGBT. Peut-être aucun rapport. Voilà, donc une vision de transformation de notre monde pour le développement durable. Donc on voit qu'on est toujours dans le même esprit de développement durable pour la planète, pour l'humanité. Et tous ces objectifs sont contraignants, doivent être atteints par tous les pays de l'ONU en 2030. Alors les voici. Ah non, pas encore, je vous les montre après. Partenariat WEF-ONU sous l'égide de ces fameux 17 buts de l'agenda 2030, signé le 13 juin 2019, dans lequel il était écrit qu'il fallait accélérer la mise en place des 17 buts du développement durable. Voilà. Donc, on voit quand même des petits liens qui se dessinent entre chaque institution, qu'elle soit privée, publique, semi-publique. Il y a des agendas communs. Voilà les 17 buts. J'ai mis en rouge ce qui concernait la transition verte ou le développement durable, donc l'eau propre et l'assainissement.
j'imagine que c'est comme les soins, l'eau propre à coups de chlore et d'aluminium et de je ne sais quel autre métal pour la rendre propre. L'énergie propre à coût abordable, on a vu qu'ils ont abordé de plein fouet cette vision avec l'énergie, que les pénuries font partie certainement du développement durable, hein. Des villes, communautés durables. La lutte contre le changement climatique, là c'est explicite, et on parle encore des partenariats, toujours ces fameux partenariats globaux, mondiaux, pour l'atteinte des objectifs. Voilà, ça c'est un petit détail. J'ai trouvé intéressant de voir le terme de 4e révolution industrielle. Oups, ça c'était pas prévu. Comment on fait pour revenir? Alors attendez, je vais aller manuellement. Elle est là, la présentation. Voilà, la coquine. Donc il nous parle de 4e révolution industrielle dans les 17 buts du développement durable. C'est bizarre ça quand même. C'est la coopération numérique pour répondre donc à la 4e révolution industrielle. Et il faudra faire progresser l'analyse de dialogue, les normes pour une gouvernance numérique. Voilà, ça fait partie du projet. Et on nous dit aussi donc, qu'il faudra atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. Rappelez-vous de ce moment mémorable en septembre 2022 où notre fameux Bill Gates récompensait notre fameuse Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs faisait partie, du conseil de fondation du WEF jusqu'à 2019, 2017, 2018, 2019. Ensuite, elle est passée au Bilderberg en juin 2019, et ensuite elle est passée où? À la présidence de la Commission européenne. Oui. Voilà, donc elle lui dit qu'il y avait un manque mondial de préparation. Vous, Bill, l'avez déjà prédit en 2015, c'est bien de le reconnaître. Mais nous avons appris notre leçon et le système mondial de préparation est en construction pour mieux se préparer aux prochaines catastrophes et aux prochaines pandémies. Voilà. J'ai pris quelques extraits du narratif des militants, tant qu'on est dans ces histoires de climat avec Greta, avec H&M, There is no planet B, donc ça reprend le livre de Only One Planet, et le jeu de mots Make the World. Greta Again, elle veut qu'on panique. Elle veut qu'on panique. Mais ça ne marche pas. Et puis cette dame, Melissa Fleming, lors du WEF 2022 toujours, nous disait, pour les rencontres de l'impact du développement durable, qu'ils avaient, donc l'ONU, noué un partenariat avec Google pour que les résultats du climat, selon l'ONU, arrivent en première ligne. Mais à part ça, l'information est libre. Et elle nous dit surtout qu'ils détiennent la science. Et ils pensent que tout le monde doit le savoir. Okay. C'est noté. On va voir par qui c'est payé tout ça. Rébellion Extinction est payé en partie par les Open Societies de George Soros. Également, le Climate Emergency Fund, c'est un fonds qui finance donc les mouvements climatistes, avec un ancien de chez Bill Gates et puis deux arrière-petits-enfants Rockefeller qui donnaient leurs sous à Equation Campaign, qui est aussi une association pour le climat et pour l'environnement et tout ça et tout ça. Et on voit aussi sur le site de Climate Emergency Fund, qui donne des dons, qui finance les militants, beaucoup de militants, plus d'1 million. 22 000 militants, mais plus d'1 million de militants mobilisés quand même, pour des gens qui ne sont pas foncièrement... qui n'encouragent pas toujours les manifestations, il me semble. Ils n'aiment pas quand ça fait désordre, mais là, ils les encouragent beaucoup, beaucoup. Et il dit même des militants pour le climat qui ne sont pas dangereux, même s'ils sont décrits comme tels, et que c'est important qu'on réduise nos énergies fossiles. Donc c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit ça, le même qui a proclamé le Great Reset le 3 juin 2020, avec son ami Klaus Schwab. On parle un petit peu du Great Reset, justement, j'ai été fouillée, j'avais regardé à la page 43. Il nous disait, ce monsieur Schwab, que l'activisme des jeunes se développait dans le monde entier et que c'était boosté par les réseaux sociaux. Sur des questions
de changement climatique, de réforme économique, d'égalité des sexes, du droit des LGBT. Voilà, grâce à ces jeunes, cette jeune génération qui est sur l'avant-garde du changement social, tout cela constitue un catalyseur du changement, une source d'impulsion critique pour le Great Reset, la grande réinitialisation. C'est bizarre, je comprends mieux pourquoi mes élèves étaient libérés des cours pour faire les manifs sur le climat à l'époque. Tandis que pour les manifs pour la fonction publique, auxquels je les ai invités à se joindre, bizarrement, ils étaient sanctionnés s'ils y participaient. Famille Rockefeller, on fait un petit tour d'horizon, qui était donc dans l'industrie du pétrole. Vous verrez, ils ont plus d'une corde à leur arc, cette famille-là, et qui maintenant investit dans les énergies vertes. Qui retourne sa veste depuis 2014. Toujours, la famille Rockefeller nous dit qu'elle engage $1 milliard pour catalyser la fameuse reprise verte. On va voir que ce mot revient de plus en plus de la pandémie. Voilà, ça c'est une liste non exhaustive de l'œuvre de la famille Rockefeller, donc milliardaire, premier milliardaire des États-Unis. Monsieur John Davison Rockefeller, en 1870, qui a créé la Standard Oil, qui est devenue Esso, Exxon, BP, Chevron. Ils ont fondé une université, un institut d'expérimentation d'ailleurs, qui est à la source du rapport Flexner de 1910, qui a permis à la médecine naturelle de s'éteindre au profit de la médecine chimique des labos. Le Codex Alimentarius qui dit quelles carottes et quelles tomates on doit manger. Les programmes eugénistes sous l'Allemagne nazie, tout ça, c'est des sources totalement officielles. L'Institut Kinsey qui étudie la sexualité des bébés. L'OMC, l'OMS, le WWF, le World Wide Fund, l'ONU, les tours du World Trade Center, le CFR, le Bilderberg, la Commission trilatérale, tout ça c'est Rockefeller, la Federal Reserve, qui est la banque centrale américaine. Et puis aussi the American Cancer Society, donc c'est un centre pour guérir le cancer. Qui est associé avec Pfizer. Ça calme. L'Université de Chicago, d'où est issu Milton Friedman, qui a initié le néolibéralisme partout dans le monde. Et IDEA 2020, qui s'associe à Gavi pour l'identification digitale. Des gens bien, quoi. Famille Rothschild, je voulais pas les oublier. Ils ont fait des rapports depuis 2014 aussi, tiens. Tous les ans, ils font un rapport sur le développement durable et ils développent c'est des startups, voilà, des petites entreprises pour maîtriser la consommation d'énergie, pour évaluer les risques climatiques et pour monitorer, superviser la biodiversité grâce à l'intelligence artificielle. Tout va bien. Ils sont très fiers d'annoncer que 14 des 17 buts du développement durable sont remplis grâce à leurs bons soins. Petit rappel, les 8 prévisions du WEF de 2016 pour 2030. On retrouve You'll own nothing and you'll be happy, donc vous ne posséderez rien, vous serez heureux. C'est fini la domination américaine, on sera gouverné par une poignée de puissance mondiale. Adieu l'hôpital. Pourquoi l'hôpital se délite? Parce que l'hôpital n'est plus utile. Avec les systèmes de surveillance directement sur le corps, des home hospitals, ça veut dire qu'on reste à la maison, on appelle le médecin, on est en télémédecine dans le meilleur des cas, pour qu'il nous dise quel médoc prendre, quel protocole suivre. Moins de viande. Les insectes, c'est beaucoup mieux. Les valeurs de l'Occident, c'est terminé. La démocratie, c'est terminé. Enfin, pour autant que ça ait déjà existé, d'ailleurs. Ouais. On ira sur Mars. On rencontrera les extraterrestres. Et puis, il y aura un prix mondial du... C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le WEF. Prix mondial du carbone, avec un changement climatique qui aura déplacé 1 milliard de personnes. On parle aussi du deuxième livre important de Klaus Schwab, La 4e révolution industrielle, qui a été écrit en 2016, dans lequel il nous dit ce vers quoi la 4e révolution mènera est la fusion de nos identités physiques, biologiques et digitales. Et il nous dit humblement la Covid-19, parce que lui il dit la Covid-19, a accéléré notre transition vers l'ère de la 4e révolution industrielle. Ça tombe bien, dis donc. C'est une fenêtre d'opportunité rare mais étroite, rappelez-vous. Toujours dans le Great Reset, il nous dit « Nous n'avons qu'une seule planète ». Tiens, je connais ces mots. Et nous savons que le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe mondiale, avec des conséquences encore plus dramatiques pour l'humanité. Tremblez, braves gens. Vous avez eu peur avec le Covid-19, l'épisode 2 arrive, le climat.
Nous devons décarboniser l'économie, oui. Oui, dans cette courte fenêtre, il parle toujours d'échéances rapides pour nous mettre en stress. Je sais pas, il y a toujours un timing à respecter pour mettre notre pensée et notre comportement en harmonie avec la nature. La nature ou leur domination, je ne sais pas. Il nous parlait en 2021 d'une année critique, donc 2021, pour restaurer la confiance. Bonne chance. Avec les 3 C. Covid, climat, coopération. On arrive au pass. Le pass qui a été mis en France en 2021, donc le printemps, mars, avril, voté en France en mai, mais c'était pareil dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne et même en Suisse. Et puis, ce pass, finalement, je me demandais au début pourquoi il parlait d'un pass vert. Pourquoi vert? Ça devrait être un pass sanitaire éventuellement. Pourquoi vert? Elle aussi nous parlait du pass vert, parce que le pass vert aura de multiples usages. Donc ouvert à tous les pays de l'Union européenne, plus Islande, Liechtenstein, Norvège et chez nous en Suisse. Le pass vert, on fait une petite parenthèse avec Michael Evans, qui est à Alibaba, ex-vice-président de Goldman Sachs, qui disait également en 2022, au WEF 2022, que grâce à la technologie, ils allaient pouvoir tracer l'empreinte carbone. À ce moment-là, je me disais, mais où veut-il en venir? Alors, il veut en venir à ça, le pass carbone. Le pass carbone, plébiscité par le célèbre Laurent Geoffrin. Le 7 octobre, oui, alors je dois accélérer, 5 minutes. Il a la solution, le pass carbone, et puis que de toute façon, on n'allait pas pouvoir arrêter le réchauffement. J'aimerais bien qu'il arrive, ce réchauffement. J'ai un peu froid ces derniers temps. D'ailleurs, les stations de ski ont réouvert chez nous. Ils annoncent 5 à 35 cm de plus que d'habitude. J'ai vu ça récemment, en janvier, la taxe carbone sur les aliments. C'est prévu par les scientifiques. Ursula qui nous propose un pacte vert déjà depuis 2019 pour le net zero en 2050. Elle nous annonçait en novembre 2020 un Next Generation EU, donc c'est un programme de reconstruction de l'Europe, et à travers la recherche et l'innovation, bien sûr, toujours, et tout ce qui est numérique, équitable mais numérique quand même. Et puis leur petite conversation de janvier 2022, Ursula qui nous dit il n'y a pas de digital sans puce. Et Klaus Schwab qui la félicite pour cette nouvelle loi sur les puces, qui permettra de multiplier par 4 la production de puces dans l'Union européenne. On se demande à quoi elles vont servir, toutes ces puces. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, c'est Pekka Lundmark, qui est le PDG de Nokia, qui nous dit qu'il n'y a pas de verre sans digital. Donc, il n'y a pas de verre sans digital, il n'y a pas de digital sans puce. Vous voyez où on veut en venir? Et qu'on doit digitaliser les 70% qui ne sont pas encore digitalisés. Que la 6G arrivera en 2030, qu'on aura un double numérique et que surtout le smartphone ne sera plus nécessaire puisque toutes les fonctions du smartphone seront construites directement à l'intérieur du corps. C'est tellement plus simple. Voilà. On arrive gentiment vers la fin. Je vais juste vous montrer encore celle-là. Ça m'a paru être intéressant quand elle nous disait au Davos de nouveau de 2022, il s'est dit beaucoup de choses au Davos 2022, qu'elle n'aurait jamais pensé que cette guerre donnerait un deuxième excellent argument après le Covid pour accélérer la transition verte. Le capitalisme, je passe rapidement, ça c'est un projet de l'ONU qui permet de mettre en place le nouvel ordre mondial. Bizarrement, cet article n'est plus disponible, il faut le rechercher avec archive.org, avec ces petites phrases de Sarkozy en même temps qui nous disait qu'une grande révolution nous attendait, qu'on devrait non seulement imaginer qu'on avait la possibilité d'imaginer un autre monde, mais qu'on était même obligé de le faire, et qu'on irait ensemble vers ce nouvel ordre mondial, que personne ne pourrait y résister ou s'y opposer. J'ai voulu aussi montrer cette séquence culte entre Laurent Alexandre et Jacques Attali, qui nous disait, vous vous rappelez que la table n'était pas mortelle, et que donc on allait tous nous transformer en table. Et puis que la grande tentation du transhumanisme, c'est de progressivement devenir un cyborg. Ils étaient très d'accord sur cette question. C'était en 2015. Je suis pour la non-violence, on en reparlera à la fin. Le mot de la fin pour Bill Gates, qui nous disait sur son blog, en décembre 21, que la pandémie avait été un test massif de gouvernance et qu'il était question de coopération mondiale et d'innovation. Pas de santé, bizarrement.
Alors la transition verte, c'est-à-dire transition vers le transhumanisme et vers une surveillance permanente. Non, merci. Merci beaucoup à vous. Bon, je rentre ça.